Les 29 et 30 septembre 1938, une conférence européenne à 4 réunit à Munich les chefs de gouvernement de l'Allemagne, Adolf Hitler, de la France, Édouard Daladier, de l'Italie, Benito Mussolini, et de la Grande-Bretagne, Neville Chamberlain. Sa finalité explicite est de résoudre la crise germano-tchèque qui risquait d'embraser le monde à tout moment. Mais bien davantage, il s'agit dans l'esprit des principaux protagonistes de trouver un règlement durable à la crise européenne commencée avec la guerre d'Espagne en 1936 et de prévenir ainsi le déclenchement d'une seconde guerre mondiale. Au prix relativement limité d'une cession par la Tchécoslovaquie d'environ 20% de son territoire, peuplé majoritairement d'Allemands, la région périphérique dite des Sudètes, le processus belliqueux est effectivement enrayé. Très ému, Chamberlain déclare à son retour à Londres, sur le terrain d'aviation de Henley, qu'il rapportait la paix pour 100 ans. Mussolini, lui aussi, se voyait désormais à la tête d'un vaste empire méditerranéen. Plus circonspect, plus lucide sur l'avenir, Daladier, au Bourget, lâchera derrière son mégot devant le spectacle de la foule enthousiaste venue l'acclamer « les cons », s'il savait. Quant à Hitler, il prépare déjà activement le prochain épisode agressif qui pourrait défaire cet accord de Munich qui, en réalité, le frustre de ses plans de guerre immédiats. Car tout est là. Derrière la cession de quelques arpents de territoire tchécoslovaque, le gouvernement britannique a ourdi un partage très classique du continent en zones d'influence beaucoup plus ambitieux. Abandon de toute l'Europe centrale à l'influence allemande, lâchage définitif de ce qui reste de République espagnole, exclusion de l'Union soviétique de tout règlement continental, et ceci en échange d'une paix durable. Or, Hitler refusera de jouer ce jeu-là. Ainsi, l'Angleterre, mère des libertés politiques de l'Europe, aura constamment et vainement joué jusqu'en 1938 la carte du désengagement de l'Europe et de la realpolitik, facilitant grandement l'avancée initiale du Führer. Comment a-t-elle pu en arriver là? Il faut, pour le comprendre, revenir sur les craintes et les fragilités réelles que connaît la Grande-Bretagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pourquoi l'Angleterre est-elle inquiète? 3 grandes menaces accablent depuis 1918 la classe dirigeante britannique. Tout d'abord, la Grande-Bretagne est traumatisée, plus peut-être encore que la France, par le bain de sang de 1914. Elle le ressent d'autant plus que la position impériale de l'Angleterre s'est singulièrement dégradée elle aussi. En 1926, une grève générale, la plus importante de l'histoire, paralyse complètement le pays et fait craindre une sorte de guerre civile. La perte de compétitivité de l'industrie britannique maintient tout au long de la décennie le taux de chômage le plus élevé de l'Europe, inconnu jusqu'alors, et nourrit les rancœurs. La crise de 1929 inflige enfin le coup de grâce aux tentatives désespérées pour maintenir la parité hors de la livre. Fin 1931, la grande dévaluation entérine cette évolution. Ces craintes, les unes parfaitement fondées, les autres en partie imaginaires, ont 2 conséquences importantes. La première est le rapprochement assez rapide de l'Angleterre et de l'Allemagne démocratique de Weimar au cours des années 20. Face à un Raymond Poincaré qui n'hésite pas à faire occuper la Ruhr pour obtenir le paiement des réparations, l'Angleterre se dissocie de son ancien allié français et part à la recherche de solutions financières acceptables pour Berlin. Cette politique, pilotée la plupart du temps par le brillant diplomate Austen Chamberlain, ministre des Affaires étrangères de 1924 à 1929, prix Nobel de la paix en 1925, était beaucoup plus lucide que celle de la France. Elle visait, à ce moment-là, à donner toutes ses chances à la démocratie libérale encore bien fragile outre-Rhin. Le malheur voudra que le propre frère d'Austen, Neville Chamberlain, prolonge cette politique de manière surprenante après l'avènement d'Hitler, qui la rendait en fait caduque. La seconde conséquence, c'est le repli quasi identitaire de la Grande-Bretagne vers son grand empire, qu'elle considère comme sa véritable planche de salut. À Ottawa, en 1932, elle fait ainsi adopter un début de libre-échange généralisé avec les Dominions et l'Inde, qui vise à transformer l'ensemble des possessions britanniques en un marché commun hautement protégé vers l'extérieur. Un tel choix signifie clairement l'abandon de l'Europe. Or, la volonté de rapprochement avec l'Allemagne et la doctrine de la préférence impériale d'Ottawa
vont conduire par leur addition, le plus logiquement du monde, à l'étape suivante, catastrophique à tous égards, l'appeasement. La politique d'appeasement que suivront dès 1933 les gouvernements successifs de MacDonald, Union nationale, Baldwin, conservateur, et Neville Chamberlain, conservateur, aura pour conséquence de laisser les mains de plus en plus libres à Hitler. Au nom de quelle logique? Deux postulats s'imposent. L'avenir de l'Angleterre, c'est son empire. Pour conserver et développer cet empire, l'Angleterre ne peut se permettre un second conflit en Europe avec l'Allemagne, qui cette fois-ci la ruinerait définitivement. L'Allemagne, par ailleurs, sera, quoi qu'on fasse, la puissance dominante en Europe. Dans ce nouvel équilibre mondial que l'on recherche, l'Allemagne peut parfaitement se voir reconnaître un statut prédominant sur le continent pour peu qu'elle renonce à la guerre et à l'expansion outre-mer. Certes, Hitler est un dictateur, mais Mussolini l'est aussi, qui depuis plus de 10 ans a ramené l'ordre en Italie sans menacer la paix du monde. Comme plus tard en France, sous Vichy, ces idées parfaitement conservatrices et même rétrogrades vont hélas fusionner avec le pacifisme de la gauche travailliste, isolant ainsi les quelques anticonformistes tels Churchill qui s'y opposent vainement. L'appeasement sera ainsi l'étrange combinaison de thèmes de droite, la défense de l'Empire, l'anticommunisme, la primauté des races germaniques, et de thèmes de gauche, le pacifisme humanitaire et la réconciliation des belligérants de 1914. Un homme va incarner cette politique dans sa plénitude, Neville Chamberlain. Fils cadet de Joseph Chamberlain, il est profondément imbu des idées très arrêtées de son père qui fut ministre des colonies à la Belle Époque, chantre de l'Empire, partisan du protectionnisme et aussi du rapprochement avec l'Allemagne du Kaiser. Ministre des Finances de 1931 à 1937, Neville Chamberlain est l'artisan du redressement économique et aussi du repli impérial d'Ottawa. Mais frère d'Austen Chamberlain, le prix Nobel, il est aussi imbu de grandes idées humanitaires, de fraternité européenne. Chamberlain est secondé dans ses entreprises par des associations d'amitié germano-britanniques très actives, ainsi que par son ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, ancien vice-roi des Indes, adversaire de Gandhi et partisan inconditionnel de Franco dans la guerre d'Espagne à présent, sans parler de l'éphémère Édouard VIII, qui doit abdiquer en 1937, mais qui brûle toujours de sympathie germanophile. Avec de tels adversaires, Hitler n'a plus guère besoin d'alliés. Comment Hitler tire-t-il profit de l'appeasement ? Dès 1935, Mussolini, désavoué par Londres et Paris dans sa conquête de l'Éthiopie, a rompu les rangs de l'alliance anti-allemande dite de Stresa. À partir de 1936, il intervient avec l'Allemagne nazie à l'aide de Franco en Espagne et devient peu à peu l'allié privilégié de Berlin. Staline, à son tour, s'entend secrètement avec le Führer dès 1937. Sachant Chamberlain et Halifax fermement en selle et opposés à toute action en Angleterre, Hitler a donc ainsi isolé la France, qui seule, lui, demeure foncièrement hostile. Devant ses chefs militaires médusés, il évoque ainsi, fin 1937, dans un discours parfois incohérent mais visionnaire, consigné par son aide de camp le colonel Hossbach, la probabilité de la guerre mondiale et la nécessité d'une marche en avant en Europe centrale dès 1938. Mars 1938. L'Autriche tombe, cette fois sans coup férir. Aussitôt après, Berlin ouvre la crise avec la Tchécoslovaquie, exigeant l'autodétermination des minorités allemandes des pourtours de la Bohême et de la Moravie, les Sudètes. La demande allemande est incompatible avec le traité de Versailles. En outre, à la différence de l'Autriche si précaire, la Tchécoslovaquie est garantie par deux traités d'alliance militaire, l'un avec la France, l'autre avec l'Union soviétique. L'abandon de la Tchécoslovaquie par les démocraties occidentales ferait tomber ipso facto toute validité au traité d'alliance militaire franco-soviétique de 1935. Et c'est pourtant dans cette direction à haut risque que Neville Chamberlain s'engage en faisant pression sur Paris, où il trouve dans le ministre des Affaires étrangères, le radical Georges Bonnet, une oreille convaincue. Daladier, amer, se rend à Munich comme à l'abattoir. En réalité, tout s'était décidé quelques jours auparavant à Bad Godesberg, au bord du Rhin, quand Hitler avait fait à Chamberlain une scène apocalyptique, lui décrivant les horreurs de la guerre et les promesses d'une paix négociée. Ébranlé, le Premier ministre capitule, dans l'espoir d'avoir ainsi stabilisé l'Europe en laissant à l'Allemagne une vaste zone d'influence étendue en fait de la Lettonie au nord à la Bulgarie au sud. Il ne faudra pourtant que quelques semaines pour déchanter.
après les orgies de violence antisémite de la nuit de cristal de novembre 1938, voici que l'Allemagne, dont les armes triomphent avec Franco en Espagne, remet à présent en cause l'existence même de la Tchécoslovaquie dès mars 1939, rafle ensuite le petit port de Memel à la Lituanie et s'emploie à présent à menacer la Pologne qui était sa complice au moment de Munich. Chamberlain a été joué, bafoué, berné et avec lui les espoirs d'une politique d'équilibre continental. Il ne peut qu'entrer en guerre. Après l'effondrement de la Pologne en octobre 1939, Chamberlain se reprend cependant avec Halifax à espérer encore un règlement négocié. C'est un peu trop. À la veille de l'offensive allemande le 10 mai 1940, il doit céder la place à Winston Churchill, qui établit un véritable gouvernement d'union nationale avec les travaillistes. Churchill l'avait prédit dès septembre 1938. En lieu et place de la promesse de paix dans l'honneur que faisait Chamberlain, l'Angleterre aura finalement récolté la guerre et le déshonneur. Bilan affligeant de la politique de Neville Chamberlain, qui meurt d'un cancer foudroyant à peine 5 mois après sa destitution, fin 1940, pendant qu'Halifax finit sa carrière comme ambassadeur à Washington. Mais bilan paradoxal. L'inoculation du virus du vichisme au peuple anglais, sous la forme encore relativement bénigne d'une politique extérieure, l'appeasement, aura aussi permis la formation d'anticorps puissants et précoces. Ce sont ces anticorps précoces qui sont à la base de l'extraordinaire établissement britannique de l'année 1940 et que l'on associera éternellement, et à juste titre, au nom de Winston Churchill, le critique le plus féroce et le plus constant de l'appeasement.